Cerno, épisode 55. Je suis en voiture, sur une petite route de campagne. Mon GPS me dit que j'arrive dans 2 minutes. Chez Isabelle, la mère de Quentin. À 200 mètres, veuillez tourner à gauche sur chemin de Magret. C'est une maison au milieu des champs. Il y a un petit jardin fleuri. C'est très beau. Il y a un chat qui dort sur une table. J'entends des voix à l'intérieur. Bonjour. Je suis bien chez Isabelle. La vie, elle est dégueulasse et tout ça, mais bon, c'est des gens qui savent pas vivre, c'est tout. Oui. Et bien sûr. L'être humain, c'est ça. Il faut toujours croire en l'être humain. C'était à Paris dans les années 80, on l'appelait le tueur de vieilles dames. Personnellement, moi, il m'a rien fait. Je fais un podcast. Non. Nous, on s'occupe pas des autres. Hein. La justice, elle a fait son travail, ça y est, c'est fini, non? Pourquoi on tue? Quelle drôle de question. L'amour. Tigersprung. Visperbrot. Ça fait du bien. Oh oui. Et Oui, Boum, boum. On va aller prendre un café. 3, 2, 1. Julien, Jackie. enchanté. Non, les chiennes. Ils sont gentils? Tout à fait gentils. 2 gros chiens noirs. Bonjour. Bonjour Julien, vous allez bien? Ça va et vous? On peut se... On se donne un coup de coude. Un coup de coude. Hein. Ça va? Oui, ça va très bien, merci. Je suis arrivée il n'y a pas très longtemps. Ça va très très bien. On s'installe? Ouais. Tu C'est- nous sers un petit truc à boire? Absolument. C'est beau ici. Ouais, hein? Ouais, on est très bien ici. Vous avez vu sur un champ de tournesol, Une belle vue. une maison, c'est calme, c'est C'est une paisible. belle maison. C'est une maison sensible, on va dire. Ça veut dire quoi? Mais ça veut dire qu'en fait, c'est une maison dans laquelle on se sent bien dès qu'on y rentre. Asseyez-vous, un petit fauteuil avec des fleurs. Vous avez toujours vécu dans le sud-ouest? Alors, presque. Moi, je suis née dans le Béarn. Et après, je me suis installée à Toulouse quand j'étais très jeune. Je suis restée un bon moment. Et puis après, je suis allée à Marseille aussi. Pourquoi vous vous êtes installé à Toulouse? Toulouse, parce que c'était pas très loin de la ville d'où je venais, parce que j'avais beaucoup de copains qui venaient s'installer dans le coin, parce que c'était une ville jeune, une ville étudiante, où il y avait plein de mouvements. À l'époque, c'était vachement sympa. Vous y êtes arrivé à quel âge? 18 ans. Ouais, 18 ans. Vous étiez étudiante? Non, j'étais pas étudiante. Moi, j'étais un peu rebelle. J'étais chez les bonnes sœurs, enfermée, dans un pensionnat. Et dès que j'ai eu 18 ans, je suis partie. Voilà, et du coup, j'ai pas fait d'études. Je me le suis un peu reproché par la suite, et puis finalement pas. Pourquoi on vous avait mis chez les bonnes sœurs? Parce que j'étais rebelle, parce que je n'obéissais pas, parce que je faisais pas ce qu'on voulait. D'accord. Voilà. J'avais des parents très gentils, mais bon, qui étaient pas très ouverts sur ce qui me faisait envie à moi. C'est-à-dire les voyages, la musique, les copains rock'n'roll, un peu punk de l'époque et tout. Et en fait, voilà quoi. Donc, on m'a enfermée chez Bonne Sœur, pensionnaire. Là, ça n'a pas fait du tout. À Dax. C'est pas chouette. Votre... Merci beaucoup, chérie. Merci. Tout pétillante. Merci beaucoup. Vous étiez une enfant rebelle. J'étais une enfant très très sage et j'étais une adolescente extrêmement rebelle. Voilà. C'est sain. Ouais. Je sais pas si mes parents ont eu cette impression. Ils ont pas mal morflé quand même, parce que j'étais quand même assez costaud. J'étais pas facile. J'étais pas facile. Je voulais ma liberté, je voulais partir, je voulais pas rester dans ce Béarn super propre et conventionnel et voilà quoi. J'avais envie d'autre chose. Mais on est beaucoup de cette génération. Moi, je vais avoir 60 ans. Donc on est énormément de gens, je connais plein de gens comme moi en fait, qui se sont beaucoup assagis après. Pourquoi vous étiez comme ça, cette génération? Alors la génération, j'en sais rien.
Moi, j'étais comme ça parce que j'avais une mère très soumise, très amoureuse de mon père et qui acceptait beaucoup de choses inacceptables. Et très jeune, je me suis dit que je ne serais jamais comme ça. Que je serais tout l'inverse, en fait. Et j'ai été tout l'inverse. Donc, vous vous enfuyez à Toulouse, quelque part, Oui. Ouais. dès que vous êtes majeur. Je me suis enfuie à Londres d'abord, j'y suis restée quelques mois et puis je suis revenue. Alors je suis revenue plutôt par ici en fait, parce que j'ai croisé un garçon qui était beau, qui était très sympa et qui avait une maman qui habitait dans le coin ici. Et donc du coup, je suis revenue avec lui ici dans le coin et on a un peu vagabondé de le squat en squat, avec sa mère qui était très sympa, qui acceptait ce qu'on était, voilà, ça a duré un petit moment. Et puis bon, de fil en aiguille, je suis restée dans le coin, j'ai trouvé des jobs dans le coin, et je suis restée là, voilà. Pourquoi Toulouse? Mais pour cette raison, ce que je vous disais tout à l'heure, quoi. Donc c'était une ville qui bougeait. Ouais, c'était une ville qui bougeait, c'était une ville sympa, hein. C'était une ville sympa. C'était encore une ville authentique. Hein. C'était une ville qui était très mélangée. Il y avait des quartiers encore où il y avait des gens normaux qui vivaient, quoi. Et puis maintenant, ça s'est gentrifié. Toute la ville, en fait. Il y a des commerces et des banques partout. On a éloigné les gens qui étaient pas propres. Ouais. Et Toulouse, c'est vraiment pas sympa, quoi. Mais à l'époque, c'était un peu, il y avait des aspérités, c'était un peu rugueux. Exactement, il y avait des aspérités. Oui, mais moi, c'est ce que j'aimais bien. Mais je crois qu'il y avait des aspérités dans toutes les villes à cette époque-là, partout. Et puis, il y en a de moins en moins, quoi, en fait. Les villes, maintenant, elles sont propres. À vous écouter, vous étiez plus ou moins marginal? Je l'ai été. Ouais. Ouais. À cette époque-là? Oui. Ouais. Sous quelle forme? Sous toutes les formes, je pense. En tout cas, de l'époque. Je fumais beaucoup de pétards. Ça suffisait pour qu'on soit marginal à l'époque. Hein. Et c'était la belle vie quand même, malgré tout, parce qu'on faisait ce qu'on voulait. On n'avait pas besoin de beaucoup d'argent. Les loyers n'étaient pas chers. On vivait avec des copains, en communauté un peu, sans être vraiment en communauté. C'était pas formel. Et ouais, voilà, c'était ça, marginal. Pour le coup, vous avez trouvé votre liberté, en fait, que oui. vous cherchiez. Oui, oui. Même si je l'avais déjà. Ouais. Oui. Elle était en vous. Oui, complètement. Ouais. Oui, ça c'est vrai. Et puis vous avez rencontré le père de Quentin, j'imagine? Et j'ai rencontré le père de Quentin, absolument. Et on s'est un peu embourgeoisé en quelque sorte, dans la mesure où en fait on avait un travail qui nous prenait beaucoup de temps et on gagnait pas mal d'argent à l'époque. Et moi ça me gênait, et lui aussi je crois. En fait. Parce qu'on s'est retrouvés dans des milieux un peu plus friqués de Toulouse. On avait un appartement au 5e étage dans la rue Alsace-Lorraine, un très grand appartement magnifique sous les toits qui était beau. Et en fait, comme on n'était pas dans le moule quand même malgré tout, on invitait toujours énormément de gens. Il y avait toujours plein de gens à la maison, des tas de gens différents. Voilà. Et d'où Thierry Paulin, qui est arrivé comme ça à la maison en fait. Comment il est arrivé? En fait, à l'époque, on avait mon compagnon, le papa de Quentin, était chef d'équipe d'une boîte qui s'appelait Série Diffusion et qui vendait des sérigraphies au porte-à-porte. C'est-à-dire qu'en fait, on montait des équipes de jeunes gens. La plupart, c'était des étudiants qui avaient besoin de job et de faire un peu de sous. Et qu'on lâchait comme ça dans des endroits. Et quand ils avaient énormément de bagou et qu'ils arrivaient à vendre des sérigraphies, ils se faisaient pas mal d'argent. Donc, c'était très joyeux, en fait. On avait beaucoup de jeunes qui rappliquaient comme ça et qui faisaient partie de notre vie très vite. Puisque nous, on les invitait à la maison après une bonne journée, ils venaient manger, ils venaient boire un coup, on discutait, on passait des nuits presque à discuter. C'était très sympa, je trouvais. Ils étaient beaucoup plus jeunes que nous.
Vous aviez quel âge? Moi, j'avais Petite vingtaine. petite vingtaine, mais je trouvais que j'étais plus âgée que ça, en fait. Une petite vingtaine, oui, parce que j'ai eu Quentin quand j'avais 21 ans, donc j'avais 21, 22 ans. Voilà. C'est rigolo parce que dans mon esprit, dans mon souvenir, on avait des mômes à la maison, quoi. Et en fait, ils avaient quasiment notre âge, ils étaient un peu plus jeunes que nous. Mais vous étiez plus installés. Oui, on avait vécu davantage de choses aussi, très certainement. Oui, plus vite, plus fort, plus voilà quoi. Et on était vraiment dans l'empathie quand même avec ces jeunes, c'est-à-dire qu'il y en avait beaucoup qui étaient... Bon, il y en avait qui étaient tout à fait stables et qui étaient étudiants et tout ça, puis il y en avait qui étaient paumés. Et Thierry, il était paumé, ça se voyait. Et je me souviens pas de tout le monde, parce que j'ai des souvenirs... je sais pas, des souvenirs de chaque jour, de cette époque-là, de très précis. Mais je me souviens de 2 personnes. Je me souviens de lui. Et je me souviens d'une jeune fille qui s'appelait Claire, aussi, qui avait le même âge. Ils s'entendaient bien tous les deux. Tous les deux étaient un peu paumés. Décrit par ceux qui l'ont approché comme un être inconscient, mythomane et amoral, Thierry Paulin avait stupéfait policiers et magistrats lors de son arrestation en décembre 87. Il tue comme d'autres vont au bureau, avait confié un policier. Il tue comme d'autres vont au bureau. C'était moi qui l'ai recruté. C'était moi qui faisais les castings, entre guillemets. On passait des annonces sur la dépêche et il y avait des journées de recrutement, ils venaient et je les choisissais. Vous vous souvenez de la première fois que vous avez vu Thierry Paulin? Pas du tout. Absolument pas. Je me souviens de choses très précises de lui, des images, j'ai des images. Je me souviens j'ai un sentiment d'avoir rencontré ce jeune homme. En fait, il y a une espèce d'énorme dichotomie entre le Thierry Paulin que j'ai connu et le Thierry Paulin que j'ai... Enfin, le jour où j'ai compris que c'était lui qui était le tueur des vieilles dames de l'Est parisien, quoi. Enfin, je n'arrive pas, encore aujourd'hui. C'est pour ça que j'étais intéressée de vous rencontrer. Parce que vous allez peut-être pouvoir me raconter des choses aussi de lui. Mais j'ai toujours trouvé ça... Alors... presque horrible en fait. Oui, c'est certainement un monstre, bien sûr, mais moi j'ai pas connu un monstre. Moi j'ai connu un môme un peu paumé, adorable, gentil, doux. J'aurais jamais laissé Quentin si je l'avais pas senti comme ça. Et en général, je sens à peu près bien. Si j'ai une qualité, c'est presque celle-là, de sentir les gens, quoi. Et 30 ans après, 32 ans, j'arrive pas à faire le lien entre les 2 personnes. Je voudrais savoir, je voudrais comprendre en fait ce qui s'est passé. Qu'est-ce qu'on lui a fait pour qu'il devienne comme ça? Quelque temps après, j'ai voulu en savoir un peu plus, donc il y avait pas grand-chose à part des trucs hyper racoleurs, des détectives, des magazines, ce genre de trucs qui ne m'apportaient absolument rien. Mais la seule chose dont je me souvienne, c'est d'avoir entendu qu'il avait une maladie psychiatrique, il avait un problème, une pathologie, qui lui interdisait d'avoir des sentiments, d'avoir de l'empathie. Je ne savais pas que c'était une maladie, mais visiblement c'en est une. J'ai entendu ça, alors je me suis dit, ok, mais est-ce que ça vient tout d'un coup? Est-ce qu'on a ça quand on est tout petit? Est-ce que... c'est accéléré par des choses qu'on a connues, je sais pas, en fait. Mais moi, j'ai pas connu Thierry Paulin comme ça, du tout. Comment vous l'avez connu alors? J'ai l'impression qu'il vous a touché. Oui, il m'a touché. Clairement, il m'a touché. Ça, je me souviens de lui et de Claire pour ces raisons-là. Il m'a touché parce que je le trouvais perdu. Je le trouvais très seul, en fait, quand je l'ai rencontré. Son homosexualité, il en a jamais parlé, mais on l'a deviné. Avec Georges, le père de Quentin. On a senti que c'était un problème, on en avait parlé, je me souviens, que c'était un problème. Disons que c'était un problème pour lui parce que certainement il n'avait pas fait son coming out, il n'avait pas pu, il n'avait pas... Enfin, à l'époque, ça se faisait peut-être pas comme ça, je ne sais plus, mais il était très proche de cette jeune fille qui s'appelait Claire parce qu'elle était extrêmement féminine.
Elle était très maquillée, avec une grande chevelure blonde. Elle était toute jeune, elle est très mignonne et ravissante quand elle n'était pas peinturlurée comme ça. Mais elle était bien, elle, quand elle était cachée derrière ça. Et lui le comprenait. Je me souviens, fête de soirée, une en particulier, où elle a descendu les escaliers de notre appartement comme ça, elle est arrivée dans le séjour. Et je lui dis, mais Claire, t'es ravissante, quoi. T'es mignonne comme tout, comme ça, au naturel, t'es belle. Et lui, il l'a regardée, il a dit, moi j'aime bien maquiller aussi. Et ça se sentait dans son regard qu'en fait, il avait une empathie avec elle, quelque chose. Il comprenait, en fait, sa planque, quoi. Parce qu'elle se planquait. Elle aussi, elle n'était pas bien. Mais Thierry Paulin, il n'était pas du tout agressif. On avait beaucoup d'argent à l'époque, je me souviens. On a gagné plus d'argent que la majorité des gens. Il y avait de l'argent à la maison. Il y avait des billets qui traînaient sur les tables. Si ça avait été ça qui le motivait, mais il aurait trucidé tout le monde chez nous. Enfin, je sais pas. Mais je sais pas. Qu'est-ce qu'il venait chercher chez vous? Un foyer? Oui, clairement, oui. Oui, clairement, oui. Oui. Lui et d'autres. Mais lui, principalement, oui. Oui. Qu'est-ce que vous saviez de lui? Qu'est-ce que vous saviez de l'endroit où il habitait, où il vivait, ce qu'il faisait? Alors, peut-être que je n'ai plus de souvenir de ça, mais il me semble qu'il nous disait qu'il était dans un foyer, à l'époque. En tout cas, qu'il n'était pas avec ses parents. Ça, c'est sûr. Et qu'il n'était pas heureux. Ça, c'est sûr aussi. C'est tout ce dont je me souviens, vraiment. Ouais. Vous avez souvenir de conversations avec lui? Pas vraiment comme ça, c'est-à-dire pas d'une conversation posée. Je me souviens de bribes de conversation, je me souviens plus de lui, de regards, d'échanges amicaux, en fait. Il avait besoin qu'on lui tende la main, ça c'était très clair. Quand vous dites qu'il avait besoin d'un foyer, c'est vraiment le terme. Ouais, c'est vraiment ça. Ouais. Ouais, ça en dit long, en fait, sur ce qu'il a pu vivre, en fait. Je sais pas ce qu'il a vécu. J'en sais rien, parce que je me suis pas du tout... Je m'y suis intéressée, bien sûr, mais c'est la première fois, en fait, j'ai commencé à écouter vos podcasts ce matin, à 5h du matin, quand je me suis levée. Et évidemment, j'ai écouté juste 3 numéros, les 3 premiers. Je vais tout écouter, parce que je vais apprendre des choses, là, pour le coup, très certainement. Mais c'est la première fois que je vois quelqu'un qui s'intéresse à lui, en fait, à ce qu'il était avant, et pas forcément au meurtre qu'il a commis. Et bien sûr que c'est important. Il y a des victimes, et dans ces cas-là, on pense aux victimes aussi, quoi. Ça, je comprends, bien sûr. Et je comprends la démarche, mais moi, franchement, j'aimerais savoir pourquoi. Et puis il est mort, quoi, enfin, sans avoir été jugé, sans qu'on ait cherché à comprendre, en fait, ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'on lui a fait. On ne devient pas un psychopathe comme ça, enfin, je crois pas, je sais pas. Vous l'avez employé un certain temps. Oui. Donc il faisait du porte-à-porte. Oui. Il était très doué. Ça, je me souviens. C'était un très bon élément, comme on disait à ce moment-là. Après, je me suis dit, est-ce que ça ne lui a pas permis, ce passage chez nous, pour arriver à rentrer chez les gens? C'est vrai que je me suis aussi posé la question, plus facilement, parce qu'il avait des codes, en fait, une façon de fonctionner. Il avait peut-être appris ces codes-là avec nous pour pouvoir rentrer plus facilement chez les gens, je ne sais pas. J'espère pas. En tout cas, je sais que moi, mon premier job, c'était comme ça, du porte-à-porte. Ouais. Et que ça m'a beaucoup appris pour mon métier. Ça apprend énormément de choses, bien sûr. Qui est d'entrer aussi, d'arriver chez les gens. Ouais. Donc, c'est possible qu'il ait appris sa méthode aussi, quelque part. Ouais.
Ouais. à ce moment-là. Mais bon, Ouais. ça, vous pouvez pas savoir. Non, je ne saurais jamais, mais j'y ai pensé, bien sûr. J'y ai pensé, ça fait 30 ans que je pense à beaucoup de choses. J'y pense fréquemment, quand même. J'en ai très peu parlé autour de moi, quasiment personne ne le sait, à part mes enfants, Quentin, bien sûr. Mais Faustine aussi, parce que Faustine est née le jour où j'ai vu son visage à la télévision. J'étais enceinte de ma fille, de mon 3e enfant, et j'ai entendu à la radio, parce que j'écoute beaucoup la radio, j'ai entendu le nom de Thierry Paulin, qu'ils associaient au tueur de vieilles dames. J'ai allumé la télé, j'ai vu son visage, avec ses cheveux blonds que je ne connaissais pas, parce que moi je ne l'ai pas connu comme ça. Et c'était un afro, quoi. Il avait des cheveux noirs. Et je l'ai reconnu immédiatement, bien sûr. Mais ça m'a déclenché l'accouchement de ma fille. Elle est née le 5 décembre à 2h du matin. C'est fou. Ça a juste laissé le temps au père de Quentin de m'appeler en me disant « Est-ce que tu as entendu ?» J'ai dit oui. Et j'ai eu mes premières contractions pas très longtemps après. Le chien qui me saute dessus. Oui. Gentiment. Oui, elle est très gentille. Et elle est née avant terme alors, Faustine? Elle n'est pas née avant terme, non, elle est née à terme, quelques jours. Ça devait certainement arriver, mais bon, paf quoi. Ça a été un choc tellement violent, Qu'est-ce qui s'est passé dans votre esprit? C'était impossible en fait. J'ai dit non mais ce n'est pas possible, ce n'est pas lui, il se trompe, ils sont en train de se tromper. C'était impossible pour moi, impossible. Très clairement. Ça l'est presque encore aujourd'hui. Je n'arrive pas à faire le lien entre ces deux personnes. Pour moi, c'est pas les mêmes. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Madame, monsieur, bonjour. Un jeune homme soupçonné du meurtre de plusieurs vieilles dames a été arrêté hier par la police parisienne. Thierry Paulin, âgé de 24 ans, a avoué avoir assassiné 11 vieilles dames, 7 dans le 18e arrondissement et 2 dans le 14e. Et donc, vous l'aimiez beaucoup. Il avait beaucoup de talent dans ce métier-là. Je l'aimais beaucoup. Oui, je l'aimais bien. Je l'aimais bien. C'était un homme paumé, c'est clair, mais ça n'empêchait qu'il était intéressant et que je pensais qu'il avait du potentiel, que je pensais qu'il pouvait faire de sa vie quelque chose de bien. Ouais. Et vous lui avez confié Quentin? Oui, je lui ai confié Quentin très peu. Il a dû le garder une soirée ou deux. Mais franchement, après, effectivement, ça a été un enfer. Ça, c'est un enfer, d'imaginer qu'il ait pu lui faire du mal. Mais je ne peux pas le croire, pas 2 secondes. Pas 2 secondes. Je ne peux pas imaginer qu'il ait fait du mal à Quentin. Ça, c'est vraiment pas du tout, quoi. Qu'est-ce qu'il pensait de Quentin, Thierry Paulin? Il aimait beaucoup Quentin. Ça, je m'en souviens. Il était doux il était gentil, il avait un regard adorable. Il l'avait dans les bras. Souvent, je me souviens, là, près de la cheminée, l'avoir vu avec Quentin dans les bras. C'est à lui que j'ai confié Quentin. C'est pas à quelqu'un d'autre de ces jeunes-là, en fait. Donc, ça veut dire qu'à l'époque, je ne pouvais pas imaginer une seule seconde. C'est certainement lui qui me l'a demandé. En plus, qui m'a dit, écoute, si tu as besoin d'un babysitter, je peux faire le babysitter. Ensuite, il est parti à Paris. Ça, par contre, je ne me rappelle pas du tout. Comment ça s'est terminé? En fait, ces jeunes restaient le temps vraiment de se faire l'argent dont ils avaient besoin. Et ensuite, ils partaient. Voilà. C'était pas... ils n'avaient pas de CDI. Et vous l'avez oublié? Oui. Oublié, non, je n'ai oublié personne, en tout cas des gens que j'aimais bien, non, je pensais à eux très certainement, mais on n'a pas eu de lien, on n'a pas gardé de lien une fois qu'il est parti, non. Vous aviez entendu parler à l'époque des meurtres des vieilles dames dans Paris? À l'époque où c'est arrivé, oui, certainement, oui, j'ai entendu parler de ça, oui, bien sûr, j'en ai pas le souvenir, mais en tout cas, quand j'ai entendu, on a trouvé le tueur des vieilles dames de l'Est parisien, et il s'appelle Thierry Paulin. J'étais pas surprise d'entendre qu'on avait trouvé un tueur de vieilles dames,
J'étais juste surprise que ce soit Thierry Paulin. Voilà. Quelle trace ça a laissé en vous, cette histoire ? Un goût amer, ou de ne pas avoir su déceler quelque chose qui n'allait pas chez ce garçon, en me disant que j'aurais peut-être pu l'aider. J'en sais rien, pourquoi pas. Si personne n'a jamais rien fait. C'est ça en fait. Et le fait que j'aimerais un jour comprendre, enfin en tout cas comprendre, c'est-à-dire qu'on me dise, mais tu sais en fait, voilà, il a subi ça, Thierry Paulin. Ça, qui fait que son cerveau a été détruit et il est devenu ce qu'il est devenu. Parce que j'ai du mal à imaginer qu'on naisse psychopathe et tueur de vieilles dames pour quelques sous. J'ai vraiment du mal, en fait, à comprendre. Voilà. C'est-à-dire qu'il se serait passé quelque chose entre Toulouse et les meurtres ? Oui. Ouais. Qu'est-ce qu'il aurait pu se passer ? Ou avant, ou quelque chose qui aurait laissé tellement de traces en lui, voilà, un jour, il devient un tueur. J'arrive pas, en fait, à faire la corrélation entre les deux personnes. Je n'y arrive pas. C'est ça la trace que j'ai, en fait. C'est très... Les rares personnes qui savent ça, pour eux, c'est anecdotique, c'est presque rigolo. Ah, Quentin, tu as été gardé par Thierry Paulin, c'est tellement drôle. Non, en fait, ça l'est pas. C'est pas drôle. Non, c'est pas drôle. Mon Dieu, non, c'est pas drôle. Non, c'est pas drôle. C'est pas drôle. Parce que quand même, malgré tout, j'ai ce regret. Quand elle m'a dit l'autre jour que son père, il en avait parlé à son père, et que son père se souvenait très peu de lui. Très peu. Qu'il se souvenait même pas qu'il avait gardé Quentin. Mais moi, ça m'a pas lâché quand même, malgré tout. Ça m'a pas lâché. Voilà. Et vous, qu'est-ce que vous êtes devenu ? Ah, j'ai une vie un peu atypique. À suivre. Françoise ! Chères auditrices et auditeurs, pour soutenir Cerno, vous avez 2 possibilités. Participez sur patreon.com/Cerno ou, si vous ne pouvez pas, abonnez-vous sur votre appli, mettez 5 étoiles sur Apple Podcast, éventuellement laissez un petit commentaire et partagez Cerno au maximum sur vos réseaux sociaux. Ça n'a l'air de rien, mais c'est très important pour moi et pour la longévité du podcast. Merci beaucoup, à dimanche prochain, et d'ici là, ne laissez pas traîner vos grands-mères.